Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, un podcast produit par DHS Digital, une agence de publicité Facebook qui vous aide à accélérer la croissance de votre entreprise en ligne. Avec ce podcast, ma mission reste la même, vous aider à générer de la croissance pour votre activité via les différents canaux du marketing digital. C'est pour ça que j'invite des experts qui maîtrisent leur sujet et que je vous propose moi-même des épisodes très concrets sur mes domaines de prédilection, à savoir la publicité Facebook et la création de contenu. Si vous aimez écouter les épisodes du Rendez-vous Marketing, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié de la sortie des prochains épisodes tous les lundis et jeudis matin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Baptiste Poncelin, aussi connu sous le nom de PB, et il est le fondateur de Copy Rockstars, une agence de copywriting et de formation en technique de vente pour copywriters et marketeurs. PB, c'est peut-être le copywriter le plus compétent que je connaisse. Et si vous vous demandez ce qu'il fait de ses journées, eh bien, je vais vous le dire. Il aide des coachs ou formateurs à mettre en place leur lancement de produit. En clair, il va développer avec eux une stratégie pour leur lancement avec différents temps forts. Et il s'occupe ensuite de la partie copywriting, donc qui est par exemple d'écrire une séquence email, écrire une page de vente, écrire des pubs et sûrement bien d'autres textes auxquels je n'ai pas pensé. C'est donc quelqu'un qui maîtrise toutes les subtilités du marketing internet et de l'art de vendre avec les mots. Vous savez que ça me passionne et c'est donc tout naturellement à lui que j'ai pensé pour cet épisode. Donc, avant de commencer l'entrevue, je vous partage quelques-uns des sujets que j'ai abordés avec PB. D'abord, PB m'a raconté l'envers du décor du métier de copywriter. Il m'a ensuite expliqué ce qu'est un lancement et à quel produit ça s'applique. Ensuite, je lui ai demandé de me donner les différents types de lancements qu'il connaît et propose à ses clients. Je lui ai également demandé de me partager un maximum d'exemples concrets. Ensuite, on est passé à la partie qui vous intéresse, qui est de comment réussir votre prochain lancement. On a passé en revue toutes les petites erreurs à éviter en se basant sur notre propre expérience. Et enfin, j'ai demandé à PB s'il était aligné avec toutes ces stratégies de lancement, notamment les webinaires et les séquences email. Comme c'est le cas pour la plupart des épisodes de Rendez-vous Marketing, on vous a partagé des tonnes d'exemples et cas concrets de lancement. Et je pense que ça devrait clairement vous donner de l'inspiration pour vos prochains lancements. En tout cas, moi, j'ai raconté pas mal de choses sur mes lancements à moi. Donc voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ma conversation avec PB dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing. Salut PB, salut Pierre-Baptiste, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Hello Danilo, ça va au top et toi? Ouais, ça va super bien. Bon, toi, tu es copywriter professionnel. Tu es le premier copywriter professionnel que je reçois sur le podcast. Est-ce Yes. que tu peux te présenter à l'audience? Tu le feras bien mieux que moi. Ok, ça marche. Merci infiniment de me recevoir déjà, encore une fois. T'es quand même un sacré beau gosse et ça c'est important de le rappeler. Qui est Pierre-Baptiste Poncelin? Écoute, Pierre-Baptiste Poncelin, c'est un ancien comédien qui gagnait davantage sa vie à vendre du popcorn et à déchirer les tickets à l'entrée des cinémas. Qui est devenu copywriter finalement le jour où il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait appris en comédie, dans l'art finalement de jouer et finalement quelque part de toucher les cœurs, de capter l'attention d'une audience et de l'émouvoir. Lorsque j'ai réalisé donc que ces compétences pouvaient être utilisées pour faire nul autre que du marketing et de la vente, je suis devenu copywriter et je me suis lancé comme copywriter pro. D'accord. Et c'était il y a combien de temps tout ça? Tout ça, c'était il y a à peu près 3 ans et demi. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être en quoi consiste le métier de copywriter professionnel? Tout à fait. Très bonne question. Le métier de copywriter professionnel, c'est très simple. Demain ou aujourd'hui, imaginons aujourd'hui, tu as un produit à vendre. Dans mon cas, par exemple, c'est beaucoup de produits d'information et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais ça peut être un produit d'information, ça peut être donc un produit d'information, c'est une formation en ligne, mais ça peut être aussi une paire de baskets, ça peut être un briquet, ça peut être, je regarde un petit peu ce que j'ai sur mon bureau, une bouteille d'eau. T'as tout ça et tu veux le vendre à quelqu'un. Le métier du copywriter, c'est de faire les textes qui vont capter l'attention et donner aux personnes, aux prospects, aux clients, au marché quelque part, d'acheter ce produit, donner envie d'acheter ce produit. C'est super clair. Et du coup, le copywriting, moi, dans ma tête, en tout cas avant que je l'apprenne, c'était une compétence qui s'utilisait quand tu écrivais, par exemple, une lettre de vente ou alors une publicité. Est-ce que ça s'applique? Est-ce que toi, finalement, pour tes clients, tu vas travailler sur d'autres supports que ces fameux emails ou lettres ou pages de vente? Yes, c'est vrai que la grande réputation du copywriting, c'est un peu le copywriting des années 50, 60, 70, où dans les journaux, soit tu avais des longues pubs avec beaucoup de texte, une belle image, ou alors des très longues lettres de vente qui arrivaient dans ta boîte aux lettres et waouh, putain, j'ai une lettre de vente dans ma boîte aux lettres. Il y a cette grosse répute. Et quelque part, oui, avec les clients en tant que copywriter, tu as aussi d'autres possibilités qui sont en fait tout ce qui va concerner du texte comme base,
pour vendre Ok. va être utilisé. Mais quand je dis du texte comme base, ça peut être aussi un texte qui va être lu ou demain tu veux faire une pub vidéo. Quelque part, le texte qui est dit, c'est un texte qui a été écrit par un copywriter en amont, quoi. Ok, d'accord. Donc, en fait, c'est finalement tout type d'écriture que tu vas utiliser pour vendre, peu importe le support. Et Exactement. par exemple, ça pourrait être un post LinkedIn, on est d'accord. Quelque part, oui, si l'intention de ton post LinkedIn, c'est de vendre et pas simplement de, admettons, dire que tu reviens de vacances, tout ce qui a une intention particulière de vente, c'est du copywriting. Ouais. D'accord. Et si tu prends par exemple une masterclass qui est gratuite et que tu souhaites avoir plus de personnes qui s'inscrivent à ta masterclass, tu vas donc créer une landing page qui va présenter Oui. ta masterclass, les bénéfices. Est-ce que pour toi, ça, c'est du copywriting? Exactement. Ouais, vraiment tout ce qui va pousser à une décision, quelque part, c'est vrai qu'ici, c'est pas une décision d'achat, mais c'est une Mhm. décision d'action, c'est du copywriting. Ok, donc on est clair là-dessus. Je voulais vraiment clarifier tout ça pour ceux qui nous écoutent. Donc c'est ton métier à temps plein depuis quelques années. Tu Yes. le fais pour quel type de business? Moi, aujourd'hui et depuis 3 ans, je le fais exclusivement pour des business, donc d'information, c'est-à-dire, des entrepreneurs qui vendent de la formation en ligne, de l'accompagnement et du coaching. Donc, c'est des business d'infoproduits. Et par exemple, tu peux nous expliquer c'est quel type de produits qui sont vendus quand tu dis infoproduits. Je pense qu'il y en a certains qui ne savent pas exactement ce que ce sont des infoproduits. Moi, je sais c'est quoi, mais je pense que ça serait intéressant de revenir dessus. Ce serait intéressant de revenir dessus. Ouais, les infoproduits, très simplement, c'est des formations en ligne. Parfois, c'est même des petits e-books, ça peut être une très longue formation, complète sur, je sais pas, comment lancer demain un business en ligne. Ça peut être une formation beaucoup plus courte sur comment faire des squats correctement et ou alors ça peut être un e-book, très simplement, 5 recettes, pour, manger mieux et se sentir mieux dans sa peau. Ok. Donc, dans des industries, finalement, j'ai l'impression que tu cites beaucoup des industries dans le business, le marketing, la santé. Est-ce que c'est souvent dans ce type d'industrie que tu travailles ou est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont vraiment rien à voir avec ça? Souvent, ouais. On a, avec moi et l'agence, on a beaucoup travaillé avec l'industrie du marketing, surtout ce qu'on appelle le make money, comment gagner de l'argent sur Internet quelque part, comment vendre ses produits, comment augmenter finalement son chiffre d'affaires et ses revenus. Mais on a eu également aussi effectivement l'occasion de bosser dans des marchés comme, je pense, j'ai fait une formation dans le code. Il y a eu une formation aussi sur le cycle menstruel. Oh, oh. Il y a eu la séduction. Il y a eu la séduction, effectivement. Et là, de tête, j'ai peur d'oublier quelque chose. J'ai déjà vendu dans du jeûne, donc aussi musculation, nutrition. Bref, un sacré paquet de trucs plutôt fun, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis là. Donc, tu parles de domaine de la séduction et du cycle menstruel. Bon, déjà, la séduction, il y a un copywriter qu'on connaît bien, Stan Leloup, qui a commencé là-dedans. C'est-à-dire qu'il commençait à vendre des produits sur comment séduire, comment trouver la femme de ta vie Yes. grâce à ces programmes, si j'ai bien compris. Et c'est comme ça qu'il s'est formé au copywriting. Donc, visiblement, dans ce domaine-là, la séduction, tu as plein de copywriters, en tout cas plein de pages de vente. Et du Ouais. coup, quand tu travailles avec ces sociétés-là, ces structures-là, comment tu fais à rédiger des textes qui sont vraiment accrocheurs, qui vont vendre, en sachant que tu n'es peut-être pas un expert, ça je sais pas, en séduction Ouais. ou en cycle menstruel? Alors clairement, je suis pas du tout un expert en séduction, limite plus en cycle menstruel aujourd'hui. Hem mais pour répondre à ta question, comment on fait? Écoute, je réalisais récemment, j'étais tombé sur une citation d'un copywriter américain qui disait que les bons écrivains et en outre, moi, j'avais un peu reformulé ça sur, les bons copywriters. Les copywriters, OK, écrivent et les très, très bons copywriters écrivent, lisent, consomment du contenu, écoutent, utilisent le produit et il y avait quelque chose d'autre comme, jouent et bref, font toutes les actions possibles et imaginables, pour mieux connaître quelque part le marché et le produit et heu et s'il y a vraiment une étape numéro un que je fais aujourd'hui pour correctement mener un projet, c'est fondamentalement connaître du mieux que je peux les prospects et clients de mes clients. Très, très intéressant. Je voulais vraiment que tu me dises ça, je savais que tu allais répondre quelque Yes. chose comme ça, parce que finalement, tu es en train de nous dire que le copywriting, le métier de copywriter professionnel, ce n'est pas juste écrire, c'est prendre le temps de faire de la recherche de marché, étudier le client, tester le produit, l'utiliser. C'est Donc ça. c'est vraiment intéressant ce que tu nous dis là. Euh,
Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer rapidement, avant qu'on passe vraiment au cœur du sujet, que sont les lancements de formations en ligne, Ouais. comment ça se passe un projet de copywriting? Comment ça se passe un projet de copywriting? Je vais te passer toute l'étape où on va récupérer certains documents de la part des clients, certaines recherches qu'ils puissent avoir. Mais en OK. gros, la méthode très très simple, c'est d'abord de faire massivement, je vais le répéter quand même suffisamment un paquet de fois pour que ça rentre bien dans la tête de toi qui nous écoute aujourd'hui. Massivement de recherche sur le marché, la concurrence, les clients cibles, notre client, notre produit. Vraiment, il faut se baigner un maximum là-dedans pour quelque part savoir comment on est positionné déjà sur un marché, comment on va positionner potentiellement un nouveau produit sur le marché ou le repositionner si ça va mal. Et savoir quelque part, certains vont te dire que copywriting et marketing sont deux choses très différentes, peut-être, sauf que c'est en faisant cette recherche que tu peux avoir des idées d'opérations marketing qui sont pertinentes ou alors de segments de marché qui sont pertinents à aller chercher et d'angles sur lesquels aller chercher ces segments de marché. En fait, c'est tout ce travail en amont qui derrière va te permettre de cartonner, quoi que tu fasses. Et une fois que tu as cette recherche, que tu as bien digéré quelque part, tu vas pouvoir commencer l'écriture que ce soit ta landing page, que ce soit ta page de vente, donc landing page, pardon, page de capture, que ce soit ta page de vente, que ce soit des emails, que ce soit ce qu'on peut appeler un advertorial, c'est-à-dire, comment dire ça en français, un très long, euh, un très long Argumentaire? post qui enseigne et qui en même temps est une pub un peu déguisée, tu vois. OK. Et bref, tu vas pouvoir passer à l'écriture de toutes ces choses, éditer toutes ces choses, évidemment, en tant que copywriter. Soit ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander des retours aux clients sur la pertinence de certaines choses, la véracité de certaines choses que tu dis, je veux dire. Et à partir de là, tu peux mettre en ligne, voir ce qui se passe, voir si oui ou non ça a été une bonne, t'as le bon angle finalement quelque part, si oui ou non tu cartonnes, si oui ou non tu fais un four. Et là, tu peux avoir différentes écoles où c'est OK, tu te dis ça marche bien. Et par exemple, sur de la formation en ligne, la plupart des personnes ne se prennent pas trop la tête. Ils vont dire OK, on a des bons taux de conversion, on garde ça et il n'y a plus qu'à envoyer des emails. Et d'autres personnes vont te dire OK, on optimise, ce qui est beaucoup plus viable quelque part pour des business comme des SaaS, des startups qui ont énormément parfois de trafic où tu te dis peut-être que changer un bouton sur une page de vente, ça peut augmenter tes ventes de 2%, et peut-être qu'augmenter tes ventes de 2%, ça se traduit en 200 000 balles par an, ce qui est quand même Oui. pas rien. Et à ce moment-là, tu rentres dans une phase de test et d'itération pour améliorer la copie, quoi. D'accord, et ça, c'est un truc que tu fais aussi pour tes clients quand c'est du travail sur, du long terme et que c'est pas juste une mission, on va dire one shot pour un lancement? C'est quelque chose qu'on a proposé par le passé. Aujourd'hui, on se rend compte que sur de la formation en ligne, ça peut être pertinent si vraiment la première version ne vend pas. On n'a jamais vraiment eu une expérience où un produit vendait pas du tout. Maintenant, on n'a pas trouvé derrière, finalement, sur notre marché, avec nos clients, meilleure solution que juste faire plus d'offres ou montrer notre offre à plus de personnes. OK, d'accord, très clair. Donc du coup, dans le projet de copywriting, tu as dénoté plusieurs phases. Une phase massive de recherche, Oui, puis exactement. après, d'écriture, puis après je suppose tu as parlé rapidement d'édition, donc le fait Oui, de corriger, voir si tout est OK et cetera, si c'est bien structuré. Puis exact. après, d'analyse après lancement et ensuite d'optimisation. Donc une Ouais, sorte de boucle en quelque sorte. c'est Et ça. finalement dans ces 5 étapes, la recherche, ça représente plus ou moins combien de temps, enfin de pourcentage du temps que tu vas allouer sur un projet? Est-ce que c'est 10%, 20%, 50%? Alors, ça va dépendre de où tu prends un projet. Si par exemple, je découvre un marché, je découvre un client, ça peut potentiellement prendre entre 60 et 70% de mon temps. Si OK, c'est un marché que je connais déjà, un client avec lequel je bosse beaucoup déjà depuis un moment et qu'on lance un nouveau projet, ça peut prendre là quelque part plus 30 à 50% de mon temps, quoi. OK, c'est clair. Donc ça peut vraiment prendre la moitié du temps finalement, dans un projet de copywriting, c'est le fait de connaître l'audience et de faire des recherches. C'est Impressionnant. ça, exactement. Bon, écoute, dernière petite question avant de passer au cœur du sujet. Tu parlais d'agences de copywriting où je sais que tu as été aussi consultant, en tout cas indépendant, freelance, on va dire. Comment tu Oui. as trouvé des clients pour, ton activité au départ? Et maintenant, comment tu en trouves?
Alors, au départ et maintenant, quelque part, c'est un petit peu la même manière, mais on a un peu renversé la vapeur d'une certaine manière. Au départ, quand je me suis lancé, ça a été très, très simple. J'allais voir les gens. Je m'étais dit: «OK, avec qui j'ai envie de bosser? Avec qui, je pourrais éventuellement à qui je pourrais éventuellement apporter de la valeur grâce à mes compétences?» J'avais identifié des personnes, parfois, au bout de ma rue, littéralement. Mais attention parce qu'il y a certaines personnes, ils se disent: «Ouais, trop bien, je vais faire du copywriting pour ma boulangerie». Sauf que la boulangerie, elle en a totalement rien à foutre, de faire du copywriting. Elle a son pain, elle est bien, elle a pas besoin de plus de clients grâce au web, quoi. Dans mon cadre, c'était une personne qui avait, une salle de sport et qui avait montré sur les réseaux son envie de se développer justement en ligne. Et là, ça devenait pertinent. Donc, c'était aller voir ces personnes, soit directement, coucou, je viens, je suis là, viens, on fait connaissance, soit directement à des conférences, à des rencontres, à des dîners, à toutes ces choses. À la première opportunité, j'y étais. Bon, aujourd'hui, forcément, les dîners, les événements, c'est pas le truc qui a le plus le vent en poupe, on va pas se mentir. Et c'est juste continuer de tenir des discussions via aujourd'hui les réseaux sociaux, via quelqu'un m'ajoute sur Facebook, viens on discute, LinkedIn pareil. Et donc ça c'était au tout début. Et aujourd'hui, quand je dis qu'on a un peu renversé la vapeur, c'est très simple, c'est plus aujourd'hui mon réseau qui travaille pour moi, où on va me recommander, venir me voir et me demander si je suis dispo et pertinent pour une mission. OK, c'est parfait ça. Est-ce que tu as du contenu que tu crées pour attirer des clients? C'est une très, très bonne question. C'est un combat de tous les jours chez Copy Rockstars, la création de contenu. Il y a un tout petit peu de contenu sur Instagram, il y a un tout petit peu de contenu sur, LinkedIn. LinkedIn, j'y suis un peu plus présent et c'est quelque chose qui m'a rapporté le plus de c'est quelque chose qui m'a quelque part, le mieux rempli en partie ma liste email, ce qu'il a bien, bien rempli. Parfait. Et je reposte ça aussi également sur Facebook, mais du contenu vraiment, vraiment visible, vraiment, comment dire? Accessible à tous, on n'en a pas énormément. OK, d'accord. Ouais, je te pose la question parce que moi, finalement, je fais tout l'inverse de toi. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup à des événements, j'ai jamais beaucoup été aux événements. Je discute avec des entrepreneurs, mais je vais jamais pitcher mes services. Je prends pas assez le temps de comprendre leurs besoins, ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils voudraient faire de la pub Facebook, est-ce que la pub Facebook pourrait être un bon vecteur de croissance pour eux. J'attends Ouais. vraiment que ça vienne à moi. Et je pense que c'est ma personnalité qui fait que j'aime bien que ça vienne à moi et donc j'aime bien créer du contenu. Mais peut-être que c'est juste pas pour toi de créer du contenu ou que c'est pas forcément quelque chose dans lequel tu vas être le plus épanoui et qu'il vaut peut-être mieux passer plus de temps à parler, à t'intégrer dans des communautés pour trouver des clients. C'est très bien aussi. Il y en a qui signent des super contrats grâce à ça. C'est un peu ça, ouais, c'est très juste ce que tu dis sur, est-ce que ça te correspond ou pas? Et toi, tu es une vraie machine de guerre en termes de création de contenu. Je veux dire, avant même qu'on se rencontre, j'étais là: «Putain, le Ouais. blog de Danilo Duchesne, le mec, il roule sur tout le monde». Donc vraiment beau gosse pour ça. Et si c'est un truc qui te correspond, moi j'ai un respect, franchement, ça me fait toujours halluciner. J'ai un respect immense pour la qualité, des trucs que tu sors, des articles que tu sors et pour la qualité et aussi pour ta constance et, et ta capacité à envoyer, envoyer, envoyer. Moi, je me dis, ouais, ça me ferait plaisir de faire du contenu, mais ça me fait davantage plaisir d'aller boire des mojitos en terrasse. Et souvent, Voilà. les mojitos l'emportent, quoi. Voilà, et donc les mojitos l'emportent, mais peut-être que derrière, après, tu as créé une super relation et tu finis par travailler avec la personne parce que C'est bah, ça. je sais que toi aussi, tes prestations, que c'est plus des one-shot ou on en parlera peut-être les fameux lancements. Donc, pour moi, si je travaille avec quelqu'un pour mes lancements, j'aurais besoin d'avoir vraiment confiance en la personne, la connaître. Il faut que je puisse m'entendre avec parce que je vais travailler plusieurs heures par jour avec. Donc, c'est un peu Ouais. différent que la prestation Facebook Ads, je trouve. On est plus détaché, on gère des campagnes, on partage des rapports, c'est vraiment différent. Mais pour rebondir sur le contenu, ouais, ça demande vraiment une régularité exceptionnelle. C'est honnêtement mentalement fatigant à la fin. Donc il faut parfois faire une pause et prévoir à l'avance le contenu et se faire aider surtout. Tu vois, par exemple, sur le Ouais. podcast, je me fais aider beaucoup. Et parfois, oui, j'ai pas envie, mais je le fais quand même. Et je remarque que c'est quand justement on n'a pas envie et qu'on le fait quand même qu'on a vraiment les résultats. Surtout pour le podcast où finalement, bah là, on enregistre en plein mois d'août. Le C'est juste. podcast vit son meilleur mois d'août. C'était le mois où j'avais le moins envie de publier. On a publié des super épisodes et le podcast enregistre son meilleur mois parce Beau on est gosse. resté constant alors que c'est le mois d'août. Le mois d'août, c'est vraiment un mois où il se passe rien sur le Ouais. web. Alors visiblement, dans les podcasts, c'est un peu mieux. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que les gens sont comme sur leur téléphone en vacances. Mais au niveau activité sur les sites web,
c'est sûr que c'est moins comme d'habitude. Oui, c'est clair. Mm. C'est clair. Bon, on passe au cœur du sujet. Lancement, tu en as Allons-y. brièvement parlé, donc tu as dit que tu faisais des lancements pour des business d'infoproduits, si je résume bien. Est-ce Exact. que déjà tu peux nous expliquer c'est quoi un lancement et pour quel type de produit ça s'applique? Parce que moi, quand j'entends parler de lancement, bah, si je pense au lancement des iPhones, pour moi, c'est un lancement. Le lancement d'un C'est iPhone, vrai. c'est un lancement quand même. Donc, est-ce que c'est comme ça que tu vois la chose ou c'est totalement différent? C'est plus ou moins comme ça, même plus que moins, comme ça que je vois la chose et c'est vrai que, quand je me suis là posé la question: «C'est quoi un lancement?» au début, j'ai un peu bloqué en me disant: «Quelque part, qu'est-ce que c'est un lancement? Qu'est-ce qu'un lancement, Danilo?» Un lancement, oui, c'est ça, c'est tu un nouveau produit ou alors tu as un produit déjà existant mais qui, par exemple, n'est pas disponible pendant un temps déterminé. Tu le ressors, tu veux que tout le monde le sache pour évidemment le vendre. Ça s'appelle un lancement, tu vois. Apple fait des lancements tous les ans. Quelque part, ils ont leur webinaire, entre guillemets. Webinaire, c'est leur présentation de leurs produits qui arrive soit au C'est mois de ça. septembre tous les ans, un petit peu. Ouais. Il y en a des petits qui se présentent au printemps de temps en temps. Boum, voilà, voilà nos super résultats, voilà ce qui s'est passé, c'est top. Et tadada, voici le tout nouveau produit et voici pourquoi il faut l'acheter. Et Ok. quelque part, sur tous les marchés, un lancement, c'est la même chose, c'est juste la manière dont ça se cristallise dans le réel, dont ça existe, qui peut différer. Voilà. Et ça se présente comment justement un lancement pour toi, que ce soit dans l'infoproduit ou dans l'e-commerce ou dans ce que tu veux. Généralement, ça se présente comment une stratégie de lancement? Ok, globalement, il y a autant de types de lancements qu'il y a de produits, mais j'exagère quand même un tout petit peu la chose, puisqu'on a fini par en identifier à peu près trois quatre que je communique avec nos clients qui nous permettent de nous repérer. Mais en gros, l'idée d'un lancement, c'est très simple. Tu as un nouveau produit et le lancement le plus simple que tu puisses faire, c'est demain, tu as une liste email, tu as des prospects dans ta liste email, ou tu as des prospects sur, pourquoi pas, Instagram, admettons, et tu leur communiques coucou, voilà ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, voilà pourquoi il faut que ça change, voilà notre nouveau produit, voilà pourquoi il est important pour toi. Et quelque part, en envoyant juste un email ou un post, tu es en train de lancer pour la première fois ce nouveau produit, tu vois. Tu peux D'accord. faire ça tu peux envoyer un email par exemple par jour pendant une semaine, tu fais ton lancement. Ça, c'est quelque part, tu peux appeler ça un petit lancement. Si tu as envie de mettre un peu plus la dose, de te dire, OK, là, c'est un produit qui, par exemple, est un peu plus cher, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je veux mettre plus d'efforts dans mon lancement, vraiment davantage persuader les personnes de passer à l'action. Tu peux faire plusieurs emails et pourquoi pas un webinaire de vente, c'est-à-dire une conférence en ligne pendant laquelle tu vas présenter le produit et pourquoi ta cible devrait l'acheter si c'est pertinent pour elle. Et après, tu peux passer vraiment sur le lancement bien de beau gosse, où là, tu pars en mode une semaine de lancement ou 2 semaines de lancement pendant laquelle tu vas faire une, deux, trois conférences en ligne. Et pendant la troisième, vas-y, c'est parti, on lance le produit. Et peut-être que tu as plein de personnes qui sont des affiliés pour toi, qui vont le vendre également sur leur liste email. Tu en parles partout et là, tu fais vraiment un super lancement, quoi. D'accord. Donc ça, c'est le troisième type finalement. Ouais, ouais, vraiment, c'est nous ce qu'on appelle avec nos clients le lancement triple A. Tu peux Ok. avoir le lancement A pendant lequel tu vas faire un webinaire, un lancement B pendant lequel tu vas juste faire une séquence email, par exemple, et le lancement C, ça c'est vraiment nos références en interne. Le lancement C, c'est plus, je te fais une petite promo pendant 2 jours, tu vois. Ok. Bon, je vais te donner un peu mon expérience rapidement. Donc moi, j'ai fait un peu tous ces lancements-là dont tu parles. Le lancement A, qui est le webinaire. Donc je l'ai fait l'année passée pour Copywriting Academy. Ça n'a pas trop bien marché. Donc en gros, c'était juste salut à tous, je suis un webinaire sur le copywriting, c'est gratuit. Venez vous inscrire. Et donc j'ai fait à la fois deux, trois emails à ma liste email Ouais, et quelques publicités. Je pense que j'ai dû investir 500, 600 euros, donc pas grand-chose. Et on avait eu, je pense, 600, 700 inscrits, 300 qui sont venus. Et honnêtement, ça n'a pas été fou en termes de conversion. Je ne vais pas donner mm, les chiffres parce que j'aime pas donner des chiffres. Par contre, j'ai fait un autre lancement, le lancement C, donc où tu disais, bah, tiens, on fait juste une petite offre et quelques mails par rapport à ça. Et là, ça m'a fait rire parce que le lancement avec le webinaire, ça nous a pris
pas mal d'énergie pour créer Ouais. le webinaire, la stratégie, faire les pubs, faire les mails. Et le lancement C, finalement, qui était une offre de fin d'année, les fameux deals de Noël, pour ceux qui suivent un peu mon actualité, bah, durant les deals de Noël, j'ai fait des réductions sur mes 2 formations pendant un week-end. Je pense que c'était de vendredi à dimanche soir, Ouais. avec également une réduction de type bundle. On a envoyé 3 emails. J'ai fait 3 ou 4 pubs. Ça nous a pris une dizaine d'heures. On a eu un résultat incroyable. Enfin, 2 fois plus que ce qu'on avait fait pour le lancement avec le webinaire. Et le troisième, qui a été de loin mon meilleur lancement, mais encore 2 fois plus que le lancement C, c'était un lancement de type challenge. Donc, c'était pas vraiment des séquences mail, ni même une masterclass. C'était plusieurs ateliers de type vraiment atelier de travail où on fait des exercices ensemble. On a un objectif précis à la fin du challenge et ça se terminait par une masterclass où clairement il y allait avoir de la vente et c'était bien dit en amont à l'audience. Donc attention, la Ouais. masterclass, je vais vous enseigner une méthodologie, mais pour vraiment appliquer la méthodologie, si vous voulez vraiment aller plus loin, il faudra passer par la formation. C'était très clair, c'est très honnête. Et ça a super bien fonctionné, sauf que en termes d'énergie, ça nous a pris beaucoup plus de temps, encore plus de temps que la préparation de la masterclass du Copywriting Academy. Et en plus de ça, durant la semaine, parce que ça durait, pour moi, ça m'a duré 10 jours, Mhm. fallait être chaud, quoi. Tous les jours, il y Ah avait ouais. beaucoup je n'ai pas précisé, mais il y avait un groupe Facebook, donc il y avait beaucoup d'interactions. Il y avait un atelier tous les 2 jours. Donc évidemment, à la fin, après avoir fait 4 ateliers, on est un peu fatigué. Ouais, c'est clair, Voilà. c'est un vrai marathon et je me souviens d'expériences avec, des clientes où quand tu arrives le premier jour du lancement, que ça fait 2-3 semaines que tu le prépares et que, tu as oublié un truc, plutôt pas mal et pas trop connu qui s'appelle, prendre soin de soi et quand tu as oublié de faire ça et que tu arrives la veille de ton lancement, faut pas oublier que c'est un marathon, donc il faut prendre soin de soi parce que j'ai vu pas mal de personnes arriver déjà au bout du rouleau avant même qu'on lance, quoi. Oh là là! Alors ça, on en parlera peut-être vraiment à la fin, c'était pas prévu, mais j'aime bien parler de cet aspect psychologique quand tu fais un lancement, parce que ça tu l'as pas dit, mais un lancement, enfin tu es en train de le dire, pardon, mais c'est quelque chose de psychologiquement très dur parce qu'il y a la préparation qui est très stressante puisque tout doit être prêt. Un peu comme si on prend l'exemple d'Apple, il faut faire la présentation, il faut que tout le monde soit là, que, tout le monde connaisse son pitch et cetera, que les invités arrivent bien dans la salle. Là, c'est un peu la même chose, sauf que ça se fait en ligne. Donc ça, tu l'as pas précisé, mais tout se passe en ligne Exactement. évidemment. Oui, oui, Et oui, donc, du oui. coup, il faut pas qu'il y ait de bugs, il faut que les emails soient bien envoyés, il faut que la masterclass, tout le monde puisse y accéder, que le produit, on puisse l'acheter, que la page sur mobile, elle charge bien. Enfin, il y a énormément de choses auxquelles penser. Ça, je pense qu'on va y revenir un peu après. Mais donc, du coup, psychologiquement, c'est pas facile. Et comme tu le dis, tu peux arriver au lancement déjà usé. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, moi, je vous conseille, si vous préparez un jour un lancement, gardez vos heures de sommeil, gardez votre énergie pour la semaine de lancement, parce que là, vous pourrez peut-être dormir un peu moins, parce que ce sera peut-être un peu stressant, vous y penserez avant d'aller dormir. Ou alors, il y aura des problèmes auxquels vous ne pouviez pas forcément, que vous pouviez pas anticiper. Donc, clairement, l'énergie, il faut la garder pour la semaine de lancement. Moi, heureusement, pour le lancement que j'ai fait pour Facebook Ads Academy il y a 3-4 mois, on en parlera peut-être après, honnêtement, je m'en suis bien sorti. C'est-à-dire que les ateliers, je les ai faits, Ouais. j'arrivais à dormir après, ça se passait bien, il n'y avait pas de bug, il n'y avait jamais de bug. Enfin, tout s'est bien passé. Et malgré que c'était intense, tu vois, mentalement, je m'en sortais. C'est-à-dire, j'arrivais pas à la fin de la semaine totalement lessivé ou à la fin de la journée totalement lessivé. Je pouvais pas me le permettre, en fait. Je pouvais pas faire l'atelier à 14 heures et à 15 heures être totalement sans énergie parce que j'avais d'autres choses à faire après. Ouais, Donc, je pense qu'il faut vraiment être prêt par rapport à ça. c'est clair. Mais voilà. Ok. Avant de continuer, je voulais te poser une autre question que j'ai pas pu te poser avant. C'était à quel moment c'est intéressant de mettre beaucoup d'énergie là-dedans, finalement, dans des lancements, quand tu veux mettre en avant une offre? Est-ce que tu vas juste le faire quand tu crées ton offre, c'est-à-dire quand elle est toute nouvelle, tu viens de créer un produit, ou est-ce que tu peux le faire à d'autres moments? Moi, je pense aussi au lancement un peu de type Black Friday, où là, finalement, c'est pas vraiment un nouveau produit, mais c'est un lancement en soi. Est-ce que tu vois Ouais. d'autres moments durant lesquels mettre ton énergie pour un lancement? OK. Yes, je vais pas avoir la vérité vraie là-dessus et autant te dire que j'ai la vérité vraie sur rien du tout, mais je peux te faire des retours d'expérience qui sont les suivants. Il y a un truc qui est sûr déjà, c'est un client qui m'a dit ça, après qu'avec une autre cliente, on a fait un lancement qui avait pas autant cartonné, qu'on l'espérait et qui est un peu comme toi, comme tu l'as raconté, où beaucoup d'énergie dans le lancement et derrière un chiffre d'affaires où tu te dis, franchement, on aurait mieux fait d'envoyer une séquence email, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, là, cette remarque qu'il m'avait fait, c'est faut faire attention de pas
chasser une mouche avec un bazooka, quoi. Et c'était totalement ce qu'on a fait. Et on est complètement passé à côté de ça en mode ouais, on va faire des trucs de fou parce que c'était fun et qu'on s'amusait. Mais on a fini un peu rincé et c'était une belle idée de merde. Mais on apprend, ça c'est chouette. Et c'est aussi justement maintenant quelque chose qui m'a fait changer un peu le process dans la manière dont on fait les choses. Par exemple, sur un nouveau produit, ce que je vais plus faire aujourd'hui avec les personnes avec qui je travaille, c'est ok, le premier lancement, on fait un beau lancement, mais on fait un lancement de chill, tu vois. On s'arrache pas non plus la tronche. C'est la première fois qu'on lance le produit, donc on peut même lancer une version peut-être pas finale du produit, faire ce qu'on peut appeler quelque part, vaut mieux l'appeler comme ça en interne, une bêta, tu vois. Ok, on lance, on fait rentrer du monde, c'est chouette, on envoie des emails, mais on va pas tenter le diable en se disant tiens vas-y c'est la première fois que tu cours 3 km à pied et que tu fais un Burning Man. Non, pas du tout, pas un Burning Man, comme on appelle ça déjà, une espèce de marathon où tu as 40 000 épreuves. Euh, Bref, j'ai perdu le mot. Bref, tu te dis, tu te tapes pas un marathon de 12 km pour ton premier marathon, et quand tu fais un lancement, c'est un peu pareil. Tu commences par faire 1 km, donc tu fais un petit lancement, tu vois si ça mord ou pas, comme ça au moins si ton offre elle est à côté de la plaque, tu le sais tout de suite et tu t'es pas tué pour le faire. Ok. Ensuite, la deuxième variable qu'on prend en compte, quelque part, c'est aussi le prix, où tu vas pas te dire je vais faire un lancement avec 4 masterclass pour un produit à moins de 100 euros. C'est un peu absurde. Ça, c'est vrai. Ça, c'est T'envoies vrai aussi. Ouais. 3, 4, 5, 6, 7, 8 emails, t'es bien, quoi. Quand tu commences à toucher entre 500 et 1000 euros, ça peut devenir pertinent de faire une masterclass, de faire un webinaire. Mais je vois des gens qui s'en sortent sans. C'est possible qu'ils puissent faire mieux s'ils faisaient ça pardon, avec un webinaire ou une masterclass. Sur du trafic froid, ici, c'est pertinent aussi parce que comme ça, tu vas passer 1 heure avec ces personnes. Et là, le trafic froid, c'est du trafic qui ne te connaît pas. Et là, tu te dis, OK, je suis entre 500 et 1000, mais ils ne me connaissent pas. Donc, c'est pertinent de faire effectivement un webinaire, une masterclass. Ok. Et après, quand tu commences à tacler plus de 1000, 2000 euros, effectivement, ça devient intéressant de faire des super lancements où tu vas avoir plusieurs ateliers, plusieurs conférences. Mais malgré ça, j'ai quand même vu des personnes faire en mode ah non, cette année, franchement, j'ai la flemme. Je fais un lancement chillax, j'envoie juste des emails pendant 10 jours. Certes, ça Ok. va pas autant performer que le lancement précédent, mais ça a eu des résultats. En gros, c'est se dire aussi quels enjeux je veux donner à mon lancement. Est-ce que j'ai envie de tout donner? Est-ce que je suis bien avec peut-être 30% de résultats en moins, mais ça me va sur ma vie perso derrière, tu vois. D'accord. Si je dois vraiment résumer la réponse, en gros, par rapport au moment où c'est intéressant, c'est quand tu lances une nouvelle offre. Donc au début, tu vas le faire un lancement calme, chill, parce que Ouais, bon, tu vas le lancer, t'as pas forcément, tu sais pas forcément ce que ça va donner, donc autant déjà faire un petit test et puis si ça donne vraiment bien, tu y vas à fond. On n'est pas Apple, hein, on n'est pas une société qui fait des milliards, c'est un peu c'est différent que ça. lancer un iPhone, donc oubliez un peu l'exemple, la comparaison avec Apple. Et tu disais aussi, ça dépend aussi du prix. Donc ça, c'est intéressant ce que tu as dit là, c'est que en effet, c'est un produit qui coûte 100 euros. Tu vas pas préparer un lancement sur 3 mois avec 10 masterclass parce que ça vaut pas le coup. Là, autant plutôt Exactement. passer par des séquences mail ou peut-être générer du trafic vers une newsletter ou faire des publicités très spécifiques en retargeting et vendre le produit qui coûte 100 euros. Par contre, quand ça coûte plus cher, là, il faut un peu plus se préparer. Tu as C'est parlé de ça. la barre des 500 euros, des 1000 euros, des 2000 euros. Donc, Ouais, je suppose que si tu fais un produit à moins de 500 euros, tu peux encore t'en sortir avec des séquences mail. Par contre, quand ça commence à dépasser les 500 euros, c'est un peu plus dur. Je peux parler d'expérience, mes formations, elles coûtent 500 euros. Quand j'ai fait des séquences mail, ça a marché en mode, comment dire, lancement de produit. Donc, c'est la première fois que le produit existe. Là, j'ai fait que des séquences mail, mais à chaque fois ouais. que j'ai mis à jour le produit, donc j'ai rajouté des choses, etc., j'ai quand même fait une petite masterclass ou un webinaire, pardon, pour vendre l'offre. Et après, tout ça, bien sûr, a été suivi par des séquences mail. Mhm. Yes. Ouais, Et par contre, quand ça of coûte plus de course. 1000 euros, là, il faut y aller, quoi. Il faut quand même faire Ouais, c'est pas mal d'y aller. de l'animation. Si tu veux un maximum de résultats, faut y aller quelque part. C'est aussi quand sur un produit à plus de 1000 euros, si tu as un bon produit qui est devant la bonne audience,
plus tu vas mettre d'énergie dans ton lancement, plus tu mets de chance aussi de ton côté d'avoir des résultats. Et là, tu vas chasser plus un alligator au bazooka et au moins easy l'alligator, quoi. Non, c'est vraiment ça. Je suis d'accord avec toi parce que moi, je ne me vois pas trop vendre un produit à 1000 euros juste avec des emails. Il y en a qui y arrivent. Et je pense, c'est que plus tu es crédible, plus c'est facile. Imagine, tu es Ouais, le meilleur marketeur de France. Tu es connu comme étant le meilleur marketeur de France. Évidemment qu'en envoyant quelques mails, tu vas vendre parce que tu es le meilleur marketeur de France. c'est Si tu ça. es celui qui n'est pas le plus connu, on ne te connaît pas très bien, bah là, il faudra peut-être un peu plus te montrer, créer de la crédibilité. Est-ce que toi, justement, quand tu travailles avec tes clients, en fonction un peu de leur notoriété, tu vas adapter ta stratégie de lancement? C'est une bonne remarque. C'est une très très bonne remarque. C'est quelque part, c'est une variable qui est prise en compte, mais il y a tellement d'autres variables qu'elle est au même niveau que les autres, en un sens. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a déjà une énorme notoriété, par exemple dans le marketing, techniquement, il n'a pas besoin de moi. Et si c'est plus une personne où ça se prend en compte, mais aujourd'hui, je ne le considère pas comme quelque chose de game changer. Moi, je me disais justement que plus tu es connu, bah, plus justement, enfin, moins tu as d'efforts à faire en termes de promotion par rapport à quelqu'un qui est pas trop connu. Après, c'est vrai que tu as des Martin Latulippe qui est justement très connu, qui font des lancements incroyables. Je sais pas si tu connais Martin Ouais, Latulippe, ouais, ouais. qui fait vraiment des gros lancements une fois par an. Ça, on l'a pas précisé, mais je pense que ça faisait partie de mes questions. C'était la meilleure fréquence de lancement. Il y en a qui le font une fois par an, d'autres qui le font 3-4 fois par an. Mhm. Il est vrai que si, encore une fois, je reprends la métaphore d'Apple, si Apple fait un lancement tous les 3 mois pour son iPhone ou quoi, bah, ça perd un peu de sa saveur, on va dire, puisque bah, tu sais que Ouais, dans 3 mois, ils vont en reparler, ils vont peut-être refaire une offre, ce qui n'arrive pas en fait. c'est ça. Donc, ouais. C'est juste. Et c'est vrai que sur la notoriété, j'ajouterais une toute petite nuance quand même, où bah, demain, si Apple sort, je sais pas, s'ils se mettent à sortir un truc qui serait pas pertinent, des pots de jardin, il y a des gens qui vont acheter les pots de jardin Apple, mais c'est vraiment les super fans. Et Mhm. il y a le potentiel que ça fasse un four, mais bon, Apple, ça fait rarement des fours à proprement parler. Maintenant, si une personne ultra connue sur un marché, admettons, je suis influenceur fitness, je te vends normalement des programmes pour perdre du poids et tout à coup, du jour au lendemain, je te vends un programme pour apprendre à coder. Tu auras beau être la personne la plus connue du monde, ton audience, elle va pas comprendre et elle va pas acheter, quoi. Évidemment, ouais, c'est ça. Ça, c'est toujours une difficulté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de marketeurs qui vont pivoter un tout petit peu, qui vont changer un peu de sujet, où ils vont avoir beaucoup de mal à vendre. Ça, c'est sûr et certain. J'ai Ouais, pas d'exemple en tête, mais parfois, il y a toujours un risque quand tu lances un nouveau produit qui est pas forcément celui que les gens attendaient. Ça peut faire un bid malgré que tu sois très connu. c'est ça. Et j'ai envie qu'on revienne sur un peu, j'ai envie qu'on revienne sur les différents types de lancements et comment dire, comment les organiser, comment les structurer, parce que bon, pour ceux qui nous écoutent, ok, ils ont compris qu'il y avait différents types de lancements. Par contre, ils n'imaginent pas finalement toutes les étapes à suivre pour préparer ce Ouais. type de lancement-là. Donc, si par exemple on prend le lancement vraiment, on va dire facile, où juste tu prépares une séquence email. À part la séquence email, tu dois faire quoi? À part faire des emails, est-ce que tu dois faire de la publicité pour attirer du trafic? Est-ce que tu dois préparer d'autres choses dans la page de vente, des timers, des trucs comme ça? Dis-nous en plus. Ça va vraiment dépendre du projet quelque part. Ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas de page de vente, il va falloir qu'on fasse au moins une petite page de vente, ne serait-ce qu'une page produit pour bien présenter le produit si c'est un tout premier lancement. Ok. Et effectivement, une séquence email avec. Si le client trouve pertinent de, par exemple, faire du retargeting ou des pubs plus générales, ça, c'est vraiment à sa discrétion. Moi, je peux faire des retours. Par contre, ma compétence et ma connaissance en termes de pub euh, s'arrête à peu près à 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. C'est-à-dire que c'est pas ouf. Mais si je regarde vraiment le projet, on va voir toutes ces recherches, on va déterminer les travaux à faire, donc email, page de vente. Après, pour tout ce qui va être timer, toutes ces choses-là, c'est des trucs qui, d'expérience, effectivement, convertissent mieux. Maintenant, au-delà de préparer la stratégie des arguments que tu dois dire à ton avatar, à ta cible pour qu'elle Ouais, passe à c'est ça. l'action et écrire les emails, euh, comme ça, là, c'est la première chose qui me vient le plus quelque part, mais il y a toujours ce travail en amont de se dire, OK, euh,
qu'est-ce qu'on doit leur dire, dans quel ordre idéalement on va leur dire, parce que à quoi ressemble aussi le business du client. Si c'est un client qui fait de l'email quotidien et qui lance toutes les semaines un nouveau produit, techniquement, on va pas se fouler pour faire Oui, une séquence email ultra pensée de tiens, on va le faire passer par là, par là, par là. On va juste cartonner la tronche de la liste. Si c'est un client qui fait ça une fois par semestre, admettons, là, ça peut être plus intéressant de voir dans quel ordre, idéalement, on va mettre les emails en ayant quand même totalement conscience que rares sont les personnes qui liront absolument tous les emails et encore plus dans l'ordre. c'est ça. C'est quand tu prépares une séquence, tu fais pas n'importe comment, il y a vraiment un ordre. Justement, on peut peut-être en parler rapidement. Souvent, une séquence mail, ça va ressembler à quoi? Moi, j'ai toujours mon idée en tête avec, tu sais, l'introduction, on va dire pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi j'ai créé ce produit. Puis Mhm. après, peut-être un tout petit peu de contenu. Enfin, moi, j'aime bien faire. En fait, je sais pas comment expliquer, mais j'aime bien ne pas dévoiler tout de suite, créer de l'anticipation et ensuite dévoiler. Donc, admettons que lundi, premier mail, c'est teasing. Deuxième jour, c'est je sais pas, du contenu plus encore un peu de teasing. Et troisième jour, c'est le lancement officiel. Et après, ben, là, on a des emails qui sont plus centrés sur le produit, sur un bénéfice en particulier, sur une objection, avoir les fameuses foires aux questions. C'est quoi un peu les types d'emails que tu vas ajouter dans ta séquence généralement? Alors, dans la séquence, sur ce type de lancement vraiment où on lance, où le client lance rarement parce qu'il a assez peu de produits ou qu'il a juste prévu de lancer un programme un petit peu phare quelque part tous les trimestres ou tous les semestres, on va penser un petit peu la méthode comme toi où on va se dire d'abord on va créer de l'anticipation et on va bien teaser la chose en, en allant tacler déjà ce qui se passe dans la tête de notre prospect. Donc, OK, dans quelle situation il va être, quel est l'email le plus pertinent de lui envoyer et quels sont, quelque part, sur 1, 2, 3, 4 emails, les croyances qu'on peut reformuler, les informations qu'on peut lui donner pour lui donner confiance dans sa capacité à changer la situation de merde dans laquelle il est. On va commencer par là. Après, on peut faire un magnifique reveal des familles de voilà ce qu'il faut que tu fasses pour vraiment, admettons, résoudre ta problématique. Et voilà le programme qui est prévu juste pour ça. Alors, je donne tout ça en sachant qu'il n'y a pas de... C'est un exemple pertinent de séquence email qui est bien, sur lequel s'appuyer. Est-ce que c'est la meilleure du monde? Absolument pas. Encore une fois, tout dépend de la stratégie, tout dépend du business de client et de toutes ces données-là. Mais une fois que, si je reprends, une fois que tu as envoyé cet email où tu parles du programme, quelque part, tu peux dans tes emails traiter des objections, continuer de, comment dire, tu traites une objection, deux objections. Souvent, il va y avoir des objections de temps, d'argent. Tu peux traiter ça en un email. Redonner encore une fois un petit shot à la personne de pouvoir. Quand je dis un shot de pouvoir, c'est montrer sa capacité à réussir avec ton produit maintenant, tu vois. Donc ça va être simple en fait pour elle de réussir avec ton produit. Pourquoi pas balancer une petite histoire, pas piquer des hannetons d'un client qui a précédé, qui a eu des bons résultats. Bam, je te raconte l'histoire de Marjorie qui a fait X, Y, Z. Et franchement, Marjorie, elle est pas, je veux dire, c'est pas une déesse venue de je ne sais quelle galaxie, c'est un être humain comme toi, donc tu peux toi aussi réussir. C'est ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? La FAQ, parfois on en fait, mais c'est quand même un email très lourd qui est pas hyper digeste. Et un truc qu'on va plus aller chercher, c'est ensuite, moi de plus en plus aussi, je me laisse de l'air en me disant, OK, on va recevoir des messages de clients, de clientes, de prospects, et voir de là s'il y a de nouvelles choses à dire dans des emails pour faire sauter encore des blocages. Pourquoi pas raconter, nous ce qu'on aime bien faire, c'est le dernier jour du lancement, comme on envoie beaucoup d'emails. Si je te prends un exemple sur le dernier lancement qu'on a fait, je crois qu'on a envoyé plus de 35 emails en l'espace de 10 jours, ce qui est pas mal. Tout le monde n'a pas reçu les 35 emails, mais pour ceux qui ont suivi le lancement jusqu'au bout, c'est une belle dose. Et dernier jour, par exemple, on va faire un email complètement what the fuck. Démarrer la journée par ça, en mode OK, tiens, aujourd'hui, je te raconte une histoire que tu vas connecter derrière à ton produit, mais qui vraiment apporte de l'air dans ton lancement, en mode vas-y, on est en train de lancer, mais là, viens, on discute un peu, on se raconte des blagues, on passe un bon moment, c'est cool. Puis un email où vraiment on dit à la personne, écoute, là, c'est un peu le moment quelque part de vendre ta décision, de prendre ta décision. Et en fait, si j'ai fait le lapsus vendre, c'est parce que dans cet email, tu vends pas ton produit,
mais tu vends la décision de la personne, tu vends la prise de décision en mode OK, je veux pas que tu achètes nécessairement, je veux juste que tu décides ou non d'acheter. Parce qu'en fait, c'est ça qui tue les ventes. C'est la procrastination et c'est le fait des personnes de ne pas prendre de décision. Elle prend cette décision, c'est oui, c'est non. Et après, tu as un petit fermeture des portes des familles, tout simplement, quoi. Super intéressant. Super intéressant. Il y a pas mal de mails maintenant que tu m'as vraiment scotché avec tous les mails que tu envoies. Bon, c'est vrai que pas besoin d'en envoyer 35. Je pense que ça a dû faire peur à beaucoup de personnes qui écoutaient. Je pense que déjà 10 mails, c'est déjà pas mal sur une période de 7 à 10 jours. Moi, c'est un peu ce que je fais. C'est quand je fais des lancements, il y a toujours 3-4 mails de pré-lancement. Et puis après, un mail par jour pendant une semaine. Donc, ça fait une dizaine de mails. Non, je pensais un mail par jour plus 2 le dernier jour. C'est normal d'envoyer 2 mails le dernier jour parce qu'il y a toujours la prise de décision, comme tu dis, et la fermeture des portes. Donc, tu C'est parles ça. justement de ça, de fermeture des portes. Donc, justement, dans un lancement, il faut souvent prévoir, ça, tu n'en as pas beaucoup parlé, une notion d'urgence, de rareté, puisque l'offre que tu vas faire est importante. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus par rapport aux offres qu'on fait dans les lancements? Alors, ce que je peux te dire là-dessus, c'est que en 2021, on en a quand même usé et abusé de l'urgence. Et les personnes sont toujours réceptives à ça, mais elles sont de moins en moins réceptives positivement pour certaines à ça, en Ok, disant vas-y, ouais, il nous fait une fausse urgence. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il faut que l'urgence soit vraie. C'est-à-dire que si tu fermes les portes en disant ouais, c'est la dernière fois que je te propose, et que tu les rouvres 2 semaines après en disant oh vas-y, en fait, on rouvre un tout petit peu pour l'air terre, c'est pas très respectueux de tes clients et de tes clientes quelque part. en effet. Donc l'urgence, comme les différents leviers psychologiques d'action, ça marche, c'est clair. Est-ce que ça marche bien? Oui, toujours, que ce soit une urgence dont on ferme les portes, que ce soit une urgence de OK, cette fois-ci, j'augmente le prix, ou que ce soit une urgence de tiens, en ce moment, il y a une promo spéciale, ça marchera toujours beaucoup mieux que pas d'urgence. Oui, Et parce qu'en fait, non seulement tes prospects, ils ont besoin d'avoir de bonnes raisons d'acheter, ça c'est important, que ce soit pertinent pour eux d'acheter, mais ils ont besoin d'avoir de bonnes raisons d'acheter maintenant en fait, et pas dans 6 mois. Et l'urgence, c'est un des moyens effectivement d'acheter maintenant et pas dans 6 mois. Et c'est effectivement, tu peux dire, on va ouvrir les portes sur telle semaine, ou alors jusqu'à tel jour, ça va être tel tarif et après ça va augmenter, ou encore, ok, là, promo spéciale, telle réduction jusqu'à tel jour, quoi. ok. Il faut souvent justifier l'urgence. Moi, c'est un truc que j'aime bien dire, c'est Ouais, voilà, il y a cette notion d'urgence parce que, et là tu donnes une raison spécifique. Moi, par exemple, si je dis je fais une promotion spéciale sur ma formation, bah, je le fais juste que dimanche soir parce que c'est l'anniversaire de la formation, elle a été mise à jour. Par contre, je ne peux pas faire une thérapie toute l'année, quoi. c'est C'est ça. pour ceux qui sont vraiment motivés de l'apprendre maintenant et de se faire accompagner maintenant. Mais c'est pas toute l'année que je vais rendre la formation à un prix 20-30% moins cher. C'est ça. Et quelque part aussi, il y a beaucoup de personnes, ça se fait de moins en moins quand même, mais beaucoup de personnes qui vont ouvrir et fermer les portes d'un programme, genre à l'année ou sur 6 mois. Et ça, plus j'y pense et plus j'en discute autour de moi, plus je me rends compte que les ouvertures et fermetures des portes, certes, c'est bien pour créer de l'urgence. C'est pertinent si par exemple tu fais des classes ou tu fais des groupes de personnes qui vont avancer ensemble dans le programme. Par exemple, ok, pendant 3 mois je vous accompagne, bam, tout le monde va à la même vitesse. Maintenant, si c'est un programme complètement dématérialisé, complètement décorrélé de ton temps, que tu peux suivre à ta vitesse comme tu veux, faire une fausse urgence de j'ouvre ça tous les 6 mois, quelque part, c'est pas trop pertinent pour ton prospect. Et en plus, toi, tu vas pas mal perdre d'argent ou laisser d'argent sur la table pour la simple bonne raison qu'une personne, elle a un problème. Si elle te découvre et qu'elle découvre ton programme avec les portes fermées au moment où son problème doit être résolu absolument, bah son problème, elle le résoudre chez quelqu'un d'autre, quoi. Donc, c'est important aussi que ce soit disponible pour elle le reste du temps. Je suis entièrement d'accord. J'ai reçu 2 personnes qui ont fait des lancements sur le podcast. Donc il y a Charlotte Apieto et Aline de Ouais. Beboost. Et je pense qu'elles deux me parlaient du fait qu'elles font un lancement 1 ou 2 fois par an. Donc je pense que Charlotte, c'est pour le programme Side Side Project. Donc project, ouais. voilà, tu as travaillé avec elle, donc tu sais. C'est 2 ou 3 fois par an. Mais là, dans ce cas-là, est-ce que tu trouves ça sensé comme stratégie de dire, bon, ce programme-là, il est open 2 fois par an parce que on a des groupes de travail et pendant 3 mois, on vous accompagne à lancer votre side project? Ou est-ce que tu penses que ça serait plus intéressant pour elle
d'avoir ça toute l'année ouvert? Qu'est-ce que tu en penses? Là, comme ça, c'est une question directe, mais c'est intéressant d'avoir Yes. ton avis. Pour Charlotte, effectivement, on a bossé ensemble et on a eu l'occasion d'en discuter. Elle a très à cœur de vraiment faire en sorte que le programme soit suivi quelque part par ses clients. Et donc, elle tient effectivement à faire cette ouverture, cette fermeture 2 fois. En ce moment, on est sur 2 fois par an, où effectivement tout le monde démarre en même temps, tout le monde a les mêmes problématiques en même temps, et comme il y a un pôle coaching derrière, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Et comme ça, Oui, comme tu as une communauté, les personnes, tiens, je suis au même endroit que toi, ok, on échange. Bam, tout le monde, tu es vraiment dans une salle, quelque part, un peu comme dans une salle de classe. En plus, elle ouais. limite à chaque fois la taille des groupes pour avoir quelque chose comme maximum 35 personnes pour que ça reste aussi à taille humaine. Et faire en sorte, quelque part, de mettre en place un système qui, derrière, soutiendra l'avancement de ses clients et de ses clientes. Maintenant, moi, en tant que gars qui veut vendre, j'ai forcément poussé l'idée de dire, tu peux proposer un side project sans l'accompagnement, sans les Oui. classes, en mode, voilà, tu le laisses ouvert tout le temps. Mais, mais Charlotte tient davantage à s'assurer vraiment, vraiment du succès de ses clients et de ses clientes, et je la respecte énormément pour ça. D'accord. Et donc, du coup, finalement, c'est ce que tu as dit est très intéressant, c'est que si tu as un type de produit, bon là, on revient sur les produits de formation où tu as de l'accompagnement, faire un lancement 1 ou 2 fois par an, c'est intéressant si tu veux t'assurer de pouvoir suivre tes membres, tes clients, tes, j'allais dire élèves, je suis pas sûr que c'est le bon terme, Ouais, dans leur réussite. Parce que c'est c'est vrai que si ça. tu fais un lancement tous les mois, enfin pas un lancement tous les mois, c'est que tu fais un lancement tous les 6 mois, mais que le reste du temps, le produit est disponible à la vente, peut-être à un prix plus élevé, et tu en as qui débarquent en plein milieu, c'est pas facile pour eux, ou alors il faut reprendre un mentor spécifique pour juste cette personne-là. Donc je pense qu'en termes d'organisation, c'est pas facile. J'ai donné C'est ça. aussi l'exemple d'Aline tout à l'heure. Aline, c'est encore différent. C'est un produit qui coûte encore plus cher. Je ne sais plus quel est le prix, donc je ne sais pas si je dois le dire ou si je ne dois pas le dire, mais bref, il y a un prix pour ce produit-là qui est une académie pour lancer un business en ligne, encore une fois. Ça, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est pas le truc que tu peux prendre en milieu d'année tout seul dans ton coin. C'est un truc où, encore une fois, tu te fais coacher. Tu as des coachings de groupe toutes les semaines, si j'ai bien compris. C'est Donc ça. là, naturellement, j'ai l'impression que faire un lancement 1 fois ou 2 par an, ça vaut le coup. Par contre, c'est pas un lancement que tu fais en 1 semaine. Là, c'est un vrai lancement où tu prépares pas mal de choses. Tu prépares à la fois des séquences mail, des webinaires toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je sais plus à quelle fréquence. Donc c'est un autre type de lancement, quoi. Exactement. Et Aline, quelque part comme Charlotte, a vraiment à cœur le succès de ses clients et de ses clientes. Et avec en plus ce pôle coaching où tu avances au fur et à mesure, où je crois qu'elle fait des lives avec ses clients plusieurs fois par mois, ou moins 1 fois par mois, forcément ça facilite la vie de tout le monde, d'être tous à la même vitesse, de tous avancer ensemble. Et ouais, Aline, c'est probablement un bel investissement, mais autant te dire que de ce que je sais, c'est un investissement qui est largement et très rapidement rentabilisé quand tu lui fais confiance. Ouais, je vois. Ok, super. Par contre, tu vois, pour ma formation sur la pub Facebook, pour moi, ça n'a jamais eu de sens de retirer la formation du catalogue parce que, comme tu le disais, si quelqu'un a un problème et qu'il veut une formation sur la pub Facebook et qu'il se rend compte que la mienne est ouverte seulement 2 fois par an, c'est trop bête. C'est C'est juste trop ça. bête, il va aller voir ailleurs parce que des formations Facebook Ads, bon, je vais pas dire mes concurrents, mais il y en a quand même pas mal qui en Ouais. vendent. Donc évidemment, c'est trop con de la rendre disponible seulement 1 ou 2 fois par an en phase de lancement. Donc ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc on a parlé peut-être du lancement avec séquence mail. Ensuite, on a le lancement un peu type webinar et ensuite celui avec plusieurs webinars. Si on Mhm. reprend juste le lancement avec webinar, est-ce qu'il y a d'autres choses à préparer en plus de ce qu'on avait déjà dit, les séquences mail, le fait d'attirer du trafic, préparer une bonne offre? Tu vois d'autres choses à préparer Hmm. pour ce lancement-là? Bon, évidemment, le webinaire, il faut le préparer, mais genre des trucs vraiment à savoir, à avoir en tête pour ne pas oublier, pour ceux qui nous écoutent. C'est une très très bonne question. J'essaye d'aller chercher dans les recoins, puisque moi je mets toujours dans les recoins de ma tête, puisque je mets toujours sur des checklists, et comme ça, ça me permet de pas mal Oui, vider je mon vois. cerveau. Euh, Quelque chose qu'il faut garder fondamentalement en tête avant de lancer. Bon, après, tout ce qui est l'aspect technique, ça, c'est au regard du client, mais bon, c'est mieux quand même. Je veux dire, si tu es le copywriter, que tu as bossé quand même pas mal pour que ce soit un problème technique qui vienne défoncer ton travail, ça fout les boules.
quelque chose que je fais effectivement, que je garde en tête, que je recommande aux clients, c'est que s'il fait par exemple des webinaires, des masterclass, toujours avoir un backup plan en mode tiens, si demain ton logiciel il plante en plein milieu, il te faut absolument un backup pour ramener tout le monde Ah ouais, derrière, quoi. Et rester au ouais, moins juste te sentir serein au moment où si ça pète, ok, tu sais quoi faire, quoi. ouais, ça c'est une bonne idée. Moi, j'avais envie de rajouter quelque chose d'autre, c'est que quand tu fais un webinaire, généralement, tu dois envoyer plusieurs mails de rappel. C'est-à-dire, Oui, le matin, ça commence. Si le webinaire est à 18h, ben, renvoyer un mail à 17h et encore un autre à 17h45 yes. pour l'avant-webinaire. Je sais pas si tu préconises d'envoyer le replay du webinaire. C'est comment dire? On l'a beaucoup fait. On le fait souvent sur 24 à 48 heures parce que des personnes le demandent beaucoup. Maintenant, tu vendras toujours beaucoup mieux en live qu'en replay. Donc, quitte à faire quelque chose, ça demande un peu plus d'effort, mais si tu dois refaire un live ou quelque chose comme ça derrière pour avoir des personnes justement en live et répondre à d'autres questions, mieux vaut limite faire ça qu'envoyer un replay, puisqu'après, quand tu passes en mode vente, je veux dire, tu vas envoyer une personne sur un replay, cette personne va regarder le replay, elle va voir le début, il y a son chat qui va venir sur ses genoux, elle va jouer avec son chat, elle va se rendre compte qu'il est 20h50, que c'est l'heure de koh terminé, tu vois, il n'y a plus de replay, il n'y a pas de vente. Donc, Ouais, c'est vrai. Je suis tu prends des d'accord avec risques. toi. C'est vrai que le replay, c'est à nos risques et périls, quoi. Parce que s'il y a des choses qu'on veut, comment dire, qui sont plus pertinentes, qui ont plus lieu d'être en replay, ben alors autant pas forcément les renvoyer, les recommuniquer. Moi, il C'est y a un ça. truc que j'aime bien dans le webinaire, c'est de faire une offre vraiment uniquement disponible durant le webinaire. Est-ce que c'est un truc que tu fais pour tes clients et qui marche bien pour eux? Oui, ça, de ouf. On a différents types, c'est vrai qu'on a différents types d'offres au fur et à mesure du lancement que tu vas faire. Pendant le webinaire, c'est clair que c'est vraiment bien et recommandé de faire une offre spéciale webinaire pour ceux qui sont là en live. Vous avez par exemple soit des bonus en plus, soit un tarif encore plus préférentiel Ok. parce que vous êtes là en live et c'est ultra beau gosse. Et ensuite, après, le lendemain, ok, c'est ouverture par exemple pour tout le monde à un autre tarif qui n'est pas un tarif quelque part early bird de ceux qui étaient présents au webinaire. Et si tu veux éviter aussi ce qu'on appelle le ventre mou d'un lancement où souvent, vas-y, tu lances, ça y est, ça vend de ouf. Et après, tu as 3 jours où il se passe rien Oh oui. Oui. et où tu te ronges les ongles. Bah là, tu peux faire un bonus de mi-lancement en mode ah tiens, je t'en ai pas parlé, mais il y a ce bonus qui est là, il est disponible que jusqu'à par exemple demain soir. Si tu rejoins la formation, du coup, là, avant demain soir, tu as ce bonus supplémentaire, cadeau, surprise qui arrive. Évidemment, ce bonus, tu le donnes à tous ceux qui ont rejoint ton programme avant, que ce soit dans le Oui. webinaire ou dans les jours qui précèdent l'annonce du bonus, sans nécessairement leur annoncer, parce que ça fait toujours super plaisir d'avoir un petit cadeau surprise. Ah, c'est super intéressant ça. Et ce cadeau, ça peut être quoi, rapidement? Quelque chose qui va venir très très bien complémenter ta formation. Et limite, la question à se poser, c'est est-ce que limite ce bonus, je pourrais le vendre séparément? Parce que parfois, tu peux aussi le fournir en downsell derrière ton lancement. En downsell, c'est-à-dire que, ok, t'as pas pris mon programme, qui peut-être était un tarif un peu trop élevé ou pas pertinent pour toi. Tiens, voilà ce petit bonus. Euh, voilà ce petit bonus pour, je sais pas, un tiers, un quart du prix. Une fois que tu as terminé ton lancement, tu vois, ça te permet d'aller chercher quelques petits euros. Mais si vraiment Ok. tu veux faire plein de produits, autant directement faire plein de produits et faire plein de petits produits et chercher plutôt du côté de ce qu'on appelle la méthode des petits produits, quoi. Ouais, la récurrence, mais des petits produits, enfin, c'est augmenter la fréquence d'achat, on va dire. C'est ça. Super intéressant. Bah écoute, on en discutera peut-être un autre jour, parce que ça m'intéresse d'en savoir plus sur comment est-ce que je pourrais intégrer des mini-produits, comme tu dis, en guise de bonus durant mes propres lancements. Parce que comme tu dis, tu fais un webinaire, un masterclass, une séquence mail. Au début, au moment où tu introduis ton offre, ça vend super bien, ce qui est normal, parce que l'offre, elle est là, Ouais. les gens l'attendaient. Surtout si tu as fait une offre spéciale webinaire. Et puis après, pendant 3-4 jours, ça vend un peu moins. Donc du coup, pour raviver les ventes, tu fais une offre de type bonus. Et puis généralement, à la fin, ça on n'a pas forcément parlé, mais si vous faites des lancements, vous savez, enfin, vous allez vite découvrir que le dernier jour, les dernières heures, c'est là où vous faites beaucoup de ventes. Pour mon dernier lancement, 50% des ventes ont été faites le dernier jour, voire même un peu plus. Donc c'était quand même énorme. Et on ne parle pas de 2 ou 3 ventes, quoi. C'était beaucoup plus de ventes. Ouais, Donc clairement, c'est super intéressant de mettre le paquet le dernier jour. c'est clair. Et je confirme aussi que les offres spéciales webinaires, c'est super aussi. Et il faut, enfin moi, je considère que juste faire une offre de prix
durant le webinaire, c'est peut-être pas suffisant. C'est bien d'avoir des bonus supplémentaires et pas juste dévaloriser le truc. Donc dire, voilà, le produit, je sais pas, mettons qu'il coûte 1 000 €. En période de lancement, il coûte 750. Et si tu dis, bon, durant le webinaire, ça coûte seulement 400 €, 500 €, c'est un peu dommage parce que tu élimines toute ta marge. Et bon, même si avec les produits digitaux, c'est peut-être pas le sujet, mais les marges sont plus élevées, quand même, je trouve Ouais. c'est un peu dommage de faire passer le produit de 1000 à 500 durant juste 1 heure ou deux pendant le webinaire. Après, peut-être que ça marche bien, mais on dévalorise quand même beaucoup le produit et ça, c'est un peu dommage. Ouais, faire un 1500, c'est un peu, Ouais, j'ai pris un exemple c'est un extrême. peu violent, ouais. C'est Ouais, un peu violent c'est et un peu beaucoup. je me suis fait une remarque aussi, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui sont en train de se dire: «Attends, mais déjà, OK, webinaire et tout, c'est cool, mais déjà envoyer 7 emails comme ça sur une semaine, mais vous êtes fous!» C'est quelque chose qu'on m'a déjà beaucoup dit. Quand peut-être que tout à l'heure, même quand j'ai dégainé 35 emails en 10 Ah jours, oui, tu il m'as y a fait peur. quelqu'un qui Franchement, tu m'as a fait qui peur. a qui a Ouais. cassé son plafond là, donc va falloir vite appeler quelqu'un pour réparer le plafond. Mais ce Moi aussi, tu m'as fait que peur. OK, ce que je veux dire vraiment pour rassurer à ce niveau-là, c'est que la première chose, bon, les 35 emails, tout le monde ne les reçoit pas puisqu'on avait un système de tag justement. Est-ce que tu Oui, es bien inscrit à la sûr. conférence ou pas? Maintenant, l'autre chose, même si c'est 7 emails sur 7 jours, l'idée c'est que tout le monde ne va pas lire tous les emails. Ceux qui vont lire tous les emails sont les personnes les plus intéressées, donc tant mieux qu'elles lisent tous les emails parce que plus elle lit d'emails, plus potentiellement elle peut être persuadée ou pas persuadée, mais au moins prendre sa décision. Et, euh, et donc toutes les autres, il faut garder en tête qu'elles ne verront pas tous les emails. Donc plus tu leur donnes d'opportunités de voir ton email, parce qu'elles en ont besoin, parce que voilà, on a une vie chargée. Moi, l'autre fois, encore une fois, c'était il y a quelques mois où je me suis fait la remarque. J'attendais le lancement de quelqu'un, j'ai oublié, je vois ces emails, je vois ces emails, je vois ces emails, je les ouvre pas. Et paf, un jour, il y a un email qui fait des clics. Je l'ouvre, je me dis, ah putain, oui, c'est l'offre que j'attendais, j'avais oublié. Ça y est, j'ouvre, je clique. Mais il a fallu quand même que cette personne m'envoie régulièrement des emails pour que, ah oui, ça y est, ça reconnecte dans mon cerveau, il ait vraiment toute mon attention et je passe à l'action, quoi. Et ça, c'est le cas de la grande majorité des personnes dans une liste email. Non, mais c'est vrai. Mais peut-être que 35, c'était beaucoup, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup d'emails. Il faut pas avoir peur en se disant qu'on envoie 10 mails sur 7 jours ou 15 mails, c'est pas comme tu dis, il y a un système de tag, tout dépend de sur quel email tu as cliqué, dans quelle liste tu es. Là, je suis en train de regarder un peu les mails que j'avais envoyés pour le challenge Facebook Ads qui avait duré 10 jours, plus après 5 ou 6 jours de lancement. Ouais. On a envoyé au total 4 mails une fois que tu es inscrit au challenge Mhm. pour dire voilà, ça va commencer. 13 mails durant toute la durée du challenge, donc jusque du 3 mai au 12 mai, donc ça fait 17 mails. Ouais. Et encore 9 mails pour la séquence de vente, on va dire, après la masterclass. Donc, évidemment, il y avait des mails qui étaient juste envoyés à ma base newsletter, d'autres mails qui étaient envoyés aux participants du challenge. Donc, j'avais quand même envoyé un petit mail à ma newsletter pour dire, bah tiens, il y a une offre sur Facebook Ads Academy, ça vous intéresse, ça dure 5 jours. Ça vous intéresse pas, tant pis, y a pas de souci. Et cliquez sur ce lien pour ne recevoir aucun mail là-dessus. Ouais. Et donc, au Ça, total, c'est donc important. ça fait 17 plus 9, ça fait, je sais plus compter, ça fait 26. Donc, ouais, c'est pas mal de mails en 2 semaines finalement, en 15 Ouais. jours. Et c'est très Donc, juste comme quoi. ce que tu as dit là, où en plus tu peux donner de l'opportunité aux personnes de ne pas recevoir Évidemment, ouais, davantage évidemment. d'emails. C'est-à-dire que si ça les saoule, bah, ils leur disent ok, ça me saoule, tu restes dans la liste email, il n'y a pas de souci, mais je t'envoie plus Heu, d'emails sur le lancement et voilà quoi. ouais, j'ai fait une petite erreur. En fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que j'ai envoyé un mail à toute ma liste en disant, «Tiens, à l'occasion de mon challenge, j'ai fait une offre sur la formation Facebook Ads Academy, mais Ouais. qui est finalement publique, que vous pouvez voir sur mon site. Si ça vous intéresse, cliquez sur ce lien et si vous voulez recevoir les mails de suivi de l'offre avec, les différentes, informations là-dessus, Mhm. cliquez ici». Ah Si oui, la personne ne ok. clique pas, elle recevait plus aucun mail. Donc je voulais vraiment pas déranger les gens dans ma liste qui ne Ah s'étaient ouais. pas inscrits au préalable au challenge. C'est un tout petit peu différent, mais tu vois ce que je veux Oui. dire? J'ai une politique un peu plus agressive qui est que tant que tu me dis pas que Oui, tu veux les recevoir, tu vas ouais, les recevoir quoi. voilà, c'est ça. Tu vois, c'est un peu différent et ça, voilà, chacun, raisonne comme il veut. Moi, je veux pas déranger et pour information, durant ces 15 jours, où j'ai envoyé autant d'emails, j'ai eu aucune plainte. Ouais. Je réfléchis là comme ça, j'ai eu aucune personne qui m'a dit: «Arrête, laisse-moi». Mhm. Peut-être qu'il y a dû avoir des personnes qui trouvaient qu'elles recevaient trop de mails, mais honnêtement, j'ai eu aucune plainte, des personnes qui recevaient les mails Ouais. et Et généralement, quand c'est chiant, on le dit, quoi. c'est ça. Et quelque part, quand on va au fond des choses, ce qui est important quand tu écris et quand on voit des emails, c'est de penser à la personne qu'on a le plus besoin. C'est-à-dire que quelque part, si tu te dis, OK, lui, ça va le saouler que je lui envoie trop d'emails,
ben, c'est dommage parce que peut-être que celui que tu vas saouler si tu envoies trop d'emails, il va jamais passer à l'action, tandis que celui qui a vraiment envie, qui est en attente de ton produit ou qui, voilà, qui est en train de passer à côté, qui en a besoin, c'est lui qu'on a besoin, donc c'est à lui qu'il faut que tu répètes. Et ça se trouve, derrière l'autre, encore une fois, qui va être saoulé, peut-être qu'il sera jamais un client. Et quelque part, si on va C'est vrai vraiment aussi. fond des choses, on n'a pas une liste email pour, je veux dire, si on a une liste email pour vendre à des personnes, pour faire des clients. Et si on veut faire du gratuit, moi, c'est ma politique aussi de plus en plus. Si tu fais une liste email pour faire du gratuit, autant lancer une asso, quoi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et pour moi, enfin moi, je me suis inscrit à plein de listes email. Si ça m'intéresse plus, soit j'arrête de lire, ou soit je me désinscris. C'est ça. Déjà, je voulais raconter une dernière petite chose, une petite anecdote sur les offres avant de terminer. C'est que j'ai écouté une vidéo de Guillaume Aubèche de Lemlist. Je sais pas si tu connais Lemlist. Ouais, ouais, ouais. Il a fait un super lancement. Enfin non, c'est même pas un super lancement. Il a fait un lancement avec juste un webinaire. Il a activé tous les canaux marketing, donc du type groupe Facebook, LinkedIn. Il a peut-être fait un peu de publicité, je me rappelle plus. Il a eu pas mal d'inscrits au webinaire. Je pense qu'ils étaient 2-3 000 personnes dans le webinaire. C'était un truc de fou. Il a fait une offre sur une formation en call en prospection froide via l'emailing. Donc, Ouais. si vous allez sur Lemlist, vous savez qu'ils vendent un logiciel pour faire de l'email marketing, enfin de l'email, pardon, de la prospection par email. Et durant la masterclass, il a fait un prix démentiel pour la formation à $300. Ok, donc il avait pas mal de ventes, je sais plus combien. Et puis après, pendant 5 jours, il avait sa fameuse séquence. Et lui, ce qu'il faisait, c'est que tous les jours, il augmentait le prix de $100. Et je trouvais ça Ah, bien pas fait parce con. que tous les jours, $100 en plus. Bon, à la fin, on montait à 700-800 $ le produit. Et il a fait un lancement très, très, très fort. Et ça, c'était pas mal, je trouve. C'était pas mal comme idée, je trouve, parce que, ok, il le vendait à un prix démentiel, donc vraiment très bas durant la masterclass pour finalement faire en sorte que ce soit un no-brainer, comme on dit. Ça Ouais. serait trop bête de ne pas l'apprendre maintenant à ce prix-là. Et puis, il précisait bien, bah, attention, si vous êtes vraiment intéressé par ce produit et que vous avez besoin de réflexion, pendant 5 jours, je vais continuer à vous envoyer des emails à ce propos. Par contre, dans 5 jours, le produit enfin, je ferme les portes et tous les jours, j'augmente de $100. Je trouvais ça honnête, bien fait et très intelligent finalement. C'est pas con. C'est pas con du Ouais. tout, ouais. Je voulais quand même le rajouter parce que c'est intéressant de le partager. Et j'ai une dernière question pour toi et c'est justement en lien avec les stratégies de lancement, les fameuses masterclass en live dont on a déjà parlé. Ouais. Est-ce que toi, tu es aligné avec tout ça? Parce que moi, sincèrement, j'aime pas faire ça. C'est-à-dire que je l'ai fait une fois pour ma formation copywriting. J'ai pas aimé dire que c'était un truc gratuit et après, soudainement, après 45 minutes dans la masterclass, dire oh, finalement, j'ai quelque chose à vendre. Moi, Ouais. j'aime pas, tu vois, ce petit mensonge qu'on fait, enfin, ou en tout cas, cette vérité qu'on nommait, Ouais. qu'on va omettre dès le départ. Je préfère être honnête maintenant et dire voilà, je fais un challenge. Par contre, les gars, je vous le dis déjà, c'est un challenge dans lequel je vais vous donner plein de valeurs par rapport à la pub Facebook. Mais si vous voulez vraiment aller plus loin et appliquer mes conseils et avoir des vraies méthodologies, je vous proposerai de rejoindre ma formation. Et c'est hyper cash, hyper honnête. Mais Mhm. encore une fois, j'ai pas trouvé mieux comme stratégie pour être à l'aise avec ce type de lancement-là et Ouais. pour être honnête dès le départ. Je suis complètement aligné avec toi là-dessus. C'est vrai qu'on avait l'occasion d'en parler. Nous, quand on fait des lancements avec les clients, en fait, plutôt qu'être là en mode oui, viens, mon truc gratuit, ça va être trop bien, et tu fais une offre. En fait, disons que l'erreur là-dedans, c'est si tu vas faire ça, tu vas avoir plein de monde qui va venir, tu vas attirer plein de curieux, plein de gens qui vont pas passer à l'action. Et au moment où tu vas pitcher ton offre, tu vas te retrouver avec, admettons que tu as 400 personnes en live avec toi. Boum, tu as attiré 400 personnes en leur disant qu'ils allaient avoir un truc gratuit et c'est tout. Et tu pitches ton offre, tu te retrouves à 100 personnes qui restent en fait. C'est-à-dire que toi, tu as attiré 400 personnes, tu te disais c'est cool, et derrière, ça s'effondre parce que les gens, ils C'est sont vraiment pas ça, là ouais. pour qu'on pitch un truc. Et nous, ce qu'on fait beaucoup plus simplement, c'est on crée l'événement aussi autour de la vente quelque part. C'est-à-dire qu'on annonce dès le départ, ok, il se passe telle masterclass, tel truc, et là, en fait, plutôt qu'on va parler à des personnes qui ont quelque part au moins un peu envie de devenir clients chez nous, qui veulent devenir clients chez nous, en disant, ok, il va y avoir cette masterclass où non seulement tu vas récupérer de la valeur sur X, Y, Z, mais surtout, accroche-toi bien mon pote, parce qu'à la fin, on va te faire une offre sur notre programme, et c'est une offre, mon ami, à laquelle tu ne pourras pas dire non, tu vois. Et le but, c'est plus vraiment de framer la chose dans ce sens-là, parce qu'au moins, les gens qui seront là, c'est des gens qui ont potentiellement envie d'acheter, et pas des gens qui sont juste là pour qui n'ont rien de mieux à faire de leur soirée, tu vois. Exact.
Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai fait la masterclass sur le copywriting l'année passée. Ça m'avait beaucoup déçu. Enfin, déçu, non, je m'étais senti justement très mal, mais j'étais aussi déçu à la fin. C'est qu'on était 400 au début. Et quand j'ai commencé justement à faire mon offre, on n'était plus que 150. Ouais. Ça fait très mal. Et puis les gens partent au fur et à mesure. Et je me sentais pas bien en fait. Je me sentais pas aligné avec ça. Parce que dès le départ, j'ai essayé de cacher le fait qu'il y aurait une offre parce qu'on me l'a conseillé, je vais pas dire qui. Mhm. Et du coup, du coup voilà, ça s'est pas si bien passé. Donc du coup, c'est la dernière fois, je me dis, c'est la dernière fois que je fais ça et je suis très content d'être passé au-dessus de ça et d'être vraiment être honnête par rapport à ça. Ouais, c'est très juste. C'est vraiment. Il faut assumer pleinement le fait que tu vas vendre parce que derrière, ça va aussi être beaucoup, 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 beaucoup mieux reçu. Le fait de toi assumer, ouais, j'ai un truc à te vendre, il n'y a pas de souci parce on est dans ce type de relation et on s'en cache pas, quoi. Mais je trouve aussi qu'être honnête dès le départ là-dessus, c'est le mieux que tu puisses faire. Et il y en a plein qui ne le font pas, pourtant. Ouais, Après, moi, je suis plus trop les stratégies de webinaire, etc., parce que je m'en fous, mais je sais que la plupart font semblant, quoi. Ils vont dire que c'est gratuit, et c'est moi à la fin qui vont essayer de vendre quelque chose. c'est ça. Ça marchait en 2014, mais et Exact, même, exact. certes, ça marchait en 2014, mais ça Mais c'était reste pas quand bien. même pas idéal, quoi. C'est pas idéal, c'est pas cool. Enfin, je sais pas, j'aime pas trop la Ouais. méthode de manière générale. Bon, je l'ai fait, hein, je dis pas. Et maintenant, c'est fini. Bon, bah, je te propose de conclure ce podcast par les les trois questions de fin. La Yes. première, c'est est-ce qu'il y a un livre, un podcast ou une chaîne YouTube que tu recommanderais à nos auditeurs? Alors, un podcast, c'est le podcast de Danilo Duchesne, yes, sauf qu'ils sont déjà en train de l'écouter. Euh, j'ai un livre, ouais, ouais, que je recommande toujours, qui s'appelle The Coaching Habit. Je te sors tout de suite le nom de l'auteur puisque je l'ai toujours derrière moi, de Michael Bunges-Stanier, Bungaystanier, qui est vraiment le bouquin que je recommande, que vraiment je tartine tout le monde. Qu'est-ce que c'est ce bouquin? C'est en gros, attends, il y a la headline en dessous qui correspond bien parce que je pense que c'est un bon copywriter, le gars. Parle moins, demande plus et change la manière dont tu lead forever, donc dont tu, comment dire, dont tu mènes des personnes pour toujours. Moi, je m'en sers avec des potes, je m'en sers avec mon équipe, je m'en sers avec mes clients. En gros, c'est plutôt qu'aller chercher tout de suite, disons que quelqu'un a une problématique, plutôt que tout de suite te jeter sur tiens, voilà mon conseil. L'idée, c'est d'aller d'abord creuser avec cette personne sur sa situation particulière, sa problématique, ce qui se passe dans sa tête. Euh, Comment dire, quoi d'autre? Les solutions qu'elle a déjà utilisées et vraiment essayer de faire émerger une solution chez elle et ensuite donner des conseils. Ça m'intéresse beaucoup. Je me le garde en tête. Je suis en train de le noter là maintenant. Peut-être une chaîne YouTube rapidement? Une chaîne YouTube, écoute, écoute, attends, je peux jeter un œil rapidement, mais Si t'as pas, t'inquiète, hein. C'est juste par curiosité. par curiosité, je regarde, je vais pas sortir grand-chose qu'on ne connaît pas, si ce n'est quelque chose que j'ai longtemps regardé, que j'ai arrêté récemment parce que plus trouver le temps et surtout mon YouTube ne me propose plus. Ça s'appelle quelque chose de screenplay. Donc on sent que le gars déjà lessons from the screenplay qui est vraiment pas mal, où il va faire des espèces de breakdown de séquences de films et t'expliquer à quel point c'est de la bombe en fait. Intéressant. Ok, merci. Quels sont tes 3 outils SaaS favoris, pour que ce soit pour faire ton marketing, tes finances, pour t'organiser? Peux-tu nous en donner quelques-uns? Yes, c'est une c'est une très très bonne question. Écoute, outil SaaS favori, je dois t'avouer que là, bon, c'est très récent, donc favori, je sais pas, mais c'est le premier qui pop, c'est que on a commencé à utiliser Kajabi, nous, pour vendre nos propres formations et accompagnements. Et on est plutôt content Il est bien, ouais. de ce qu'on a jusque-là. C'est vraiment, c'est carré, c'est propre et net. J'essaie de regarder un petit peu quoi d'autre. Bon, je vais pas te parler de Notion, je vais pas te parler de LastPass. LastPass, c'est vrai que pas beaucoup, ou beaucoup de Oui, il personnes est très bien, l'utilisent, d'autres il est peut-être très pas, bien. mais ça, c'est l'indispensable pour avoir tous tes mots de passe au même endroit et éventuellement les partager avec tes collaborateurs ou avec des clients. Sans qu'on puisse les Et voir, bien sûr, hein. Faut le exactement, préciser. exactement.
Et si, il y en a un que j'utilise littéralement tous les jours, qui est Loom. Loom, où tu filmes ton Voilà. écran, tu t'enregistres en même temps, et c'est magique. 3 super outils que je recommande, vraiment 3 super outils. Donc je les répète, Kajabi pour héberger des formations en ligne, des produits, d'information. C'est ça. LastPass pour enregistrer des mots de passe et pour les partager sans qu'on puisse les voir. Et Loom, évidemment, la base pour Ouais. enregistrer pour enregistrer son écran ou même faire un face caméra et parler, que ce soit à des prospects, à des clients, aux membres de son équipe. Donc, super outils que j'utilise. Ils sont quasiment. LastPass et Loom, c'est plus ou moins gratuit. Il y a une version gratuite. Kajabi, il faut payer. C'est ça, exactement. Wow! Eh bien, c'est bon. On a terminé cette interview. C'était super intéressant. Merci beaucoup de ton temps, de tes bons Merci à conseils. toi. Merci à Avec toi plaisir. pour tes questions, pour aussi tes remarques, parce que j'ai aussi appris des trucs et ça fait super plaisir. Cool. Et merci encore de m'avoir reçu. Je t'en prie. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir plus sur toi et même éventuellement travailler avec toi? Alors, le plus simple pour me retrouver aujourd'hui, c'est sur copyrockstars.com. Donc, COPYROCKSTARS.com. Tout se passe à partir de là, globalement. J'ai les réseaux sociaux. C'est aussi CopyRockstars sur Instagram, et c'est PB Poncelin sur LinkedIn. Mais vraiment, là où il se passe le plus de choses et où tu vas avoir le plus rapidement de mes nouvelles, c'est sur copyrockstars.com. Génial. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, je te dis à très bientôt. Salut Danilo. J'espère que l'épisode vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode parce que déjà, je le faisais avec quelqu'un que je connais et que j'apprécie. Et franchement, je trouve que PB nous a donné pas mal de conseils intéressants. Moi, celui que j'ai retenu, c'est que être copywriter, ce n'est pas juste écrire, mais aussi faire ce travail de recherche client. Les amis, avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast si vous aimez les épisodes que je sors 2 fois par semaine. Ça vous prend à peine 2 minutes et vous n'imaginez pas à quel point ça m'aide pour faire connaître le podcast à beaucoup plus de personnes. Allez, je vous dis à jeudi pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.